Bonsoir, bienvenue dans le 19-20, votre tranche d'information sur ATV. 1 heure pour faire le point complet sur l'actualité. Au menu, le journal régional, suivi de Onchepeia, présenté par Hubert Bornil. À 19h45, dans 3 questions, Jean-Marc Pulvar reçoit Sandra Casanova à propos de la création en Martinique du dispositif Pionnière. Vous pouvez nous suivre en direct également sur notre site internet et sur votre téléphone portable ou à votre tablette via l'application ATV. Tout de suite, les titres de notre édition. Merci d'avoir choisi ATV. Au sommaire ce soir, dès le début du journal, nous reviendrons sur ce cambriolage avorté au domicile d'un policier hier soir aux Trois-Îlets. L'agent aurait tiré avec son arme de service, blessant l'un des intrus. Ils sont parvenus à s'enfuir et sont toujours recherchés. Réunion entre proviseurs et parents d'élèves ce matin au lycée du Lorrain. La semaine dernière, une épreuve du bac dans l'établissement avait été perturbée. Il s'agissait de réfléchir aux solutions pour réparer le préjudice. Il sera également question d'éducation avec notre invité à la veille du congrès départemental de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Nous interrogerons la présidente de la FCPE en Martinique, Evelyne Privat-Lavol. Mais revenons d'abord sur ce cambriolage avorté dont nous vous parlions dès hier au domicile d'un policier aux Trois-Îlets. 2 hommes armés et encagoulés auraient pénétré par effraction dans la maison de l'agent qui aurait riposté en tirant avec son arme de service. L'un des individus aurait été blessé à la jambe, mais les 2 sont parvenus à s'enfuir et sont toujours recherchés par les forces de l'ordre. Les précisions de Louis Sabas. Des traces de sang et les marquages de l'équipe scientifique de la gendarmerie, c'est ce qui atteste des faits de violence qui se sont déroulés hier aux Trois-Îlets aux alentours de 19h. Dans le paisible quartier La Ferme, des détonations retentissent. Surprise, une riveraine et ses enfants assistent à une scène qui fait le succès de certains films américains. Selon son témoignage, 2 hommes habillés de noir traversent la route, l'un en courant, l'autre en boitant. Ce dernier a un fusil en main. Ils essuient les coups de feu d'un 3e individu qui les poursuit. Il s'agit d'un voisin du témoin, un capitaine de police qui aurait fait usage de son arme de service pour se préserver, lui et sa famille, après avoir vu arriver sur sa propriété 2 individus suspects, dont un armé. Il aurait mis les siens en sécurité avant de décliner sa fonction au sein des forces de l'ordre alors que les hommes rentraient chez lui. Cela n'a pourtant pas suffi à éviter les coups de feu. En fuite, les malfaiteurs s'engouffrent dans une Opel Corsa rouge et quittent les lieux. Sur place, les traces de sang attestent qu'un des malfrats est blessé, à la jambe semble-t-il, toujours selon les témoignages. Un important dispositif de gendarmes était déployé dans le secteur des Trois-Îlets jusqu'à très tard hier soir, à la recherche des fuyards. Aujourd'hui encore, les investigations se poursuivent. Et dans cette affaire, c'est pour l'heure la thèse de la légitime défense qui est privilégiée par les gendarmes. Les gendarmes de Martinique qui ont eux aussi participé à l'hommage national rendu aujourd'hui aux 2 femmes gendarmes tuées dimanche dernier dans l'Hexagone. Ces sous-officières ont péri dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'elles intervenaient sur un vol de sac à main. Une cérémonie de recueillement était donc organisée ce matin à la caserne de Redoute. Et pour le commandant de la gendarmerie de Martinique, ce drame interpelle sur l'engagement des militaires en service commandé. Le colonel Philippe Debarge répond à Louis Sabas. Chaque compagnie a organisé sa cérémonie d'hommage au sein du chef-lieu, c'est-à-dire aux marins, à Trinité, à Saint-Pierre et à la caserne du Lamentin. Pour s'associer à la douleur des familles, des amis de ces 2 sous-officiers et leur marquer notre reconnaissance en tant que camarades pour le sacrifice qu'elles ont consenti. Dans les armées, la symbolique est quelque chose de très important. La disparition en service commandé ou au combat d'un camarade est toujours une occasion de s'interroger sur son engagement personnel. Et l'exemple que nous ont donné ces 2 jeunes femmes est un exemple particulièrement édifiant qui nous touche. Et c'est un très beau geste aujourd'hui de s'associer à leur mémoire.
Et puis hommage, toujours 50 ans après le drame, une plaque honore désormais la mémoire des Martiniquais disparus dans le crash aérien du 22 juin 1962. Elle a été dévoilée ce matin au cimetière de la Levée à Fort-de-France. C'est la première commémoration organisée en souvenir de cette tragédie. Ce jour-là, le vol d'Air France Château-Chantilly numéro 117 reliant Paris à Caracas via Pointe-à-Pitre s'écrase sur les hauteurs de Déhay à Basse-Terre. 113 personnes périssent dans l'accident, dont de nombreux Martiniquais. À bord également le député guyanais Justin Cataillé et l'écrivain guadeloupéen Paul Niger, plus connu sous le nom d'Albert Béville. Il était le leader du front antillo-guyanais pour l'autonomie qu'il avait cofondé avec notamment Édouard Glissant et Marcel Manville. Une semaine après leur élection, ils faisaient aujourd'hui leur premier pas à l'Assemblée nationale. Jean-Philippe Linor et Bruno Nestor Azero n'ont pas caché leur émotion en pénétrant dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Les deux nouveaux députés de Martinique devront vite prendre leur marque, bien s'entourer et se mettre au travail. Le reportage à Paris de François-Olivier Thomas. Bruno Nestor Azero et Jean-Philippe Nilor ont fait leur premier pas dans les allées du Palais Bourbon cet après-midi. Après avoir rempli des formalités administratives de leur nouvelle fonction, une valise qui comprend tout le matériel nécessaire aux députés leur a été remise. À l'intérieur s'y cachent des documents administratifs parfois confidentiels et plusieurs objets à porter lors de moments officiels et pour représenter l'institution. Un pins à l'effigie de la République française, une écharpe d'élu, mais aussi et surtout la carte de député. Vous êtes fier de cette carte? Fier. Elle est au nom de Bruno Nestor Azero, mais je considère qu'elle appartient à toutes les populations de la circonscription du Grand Nord qui m'a porté aux responsabilités. Donc je lui dis encore merci à cette population, parce que c'est grâce à elle que cette carte est au nom de Bruno Nestor Azero. Et puis vint le temps de découvrir l'hémicycle, un instant chargé d'émotions. On y est. Okay. Bon. C'est impressionnant? C'est impressionnant, c'est vrai, c'est vrai. Je ne veux pas imaginer un seul instant de mon parcours de vie que j'aurais pu être un parlementaire, un député qui allait arpenter, j'ai envie de dire, vous m'excusez, c'est l'émotion, allait arpenter les couloirs de l'Assemblée nationale. Vraiment. C'est un rêve et je mesure en étant dans cette salle la dimension et la lourdeur de la tâche qui m'attend. Ce qui m'anime, c'est la détermination, la conviction que j'ai de défendre des causes qui sont justes. Donc, et je crois qu'avec cette foi-là, on affronte toutes les montagnes. Ici, ce sera une montagne à affronter, mais dans un état d'esprit très constructif, très ouvert, très tolérant, très serein. Tous deux se sont prêtés à une séance photo souvenir, mais chacun pense déjà au travail qui les attend. Je suis déjà en passe de m'organiser en faisant confiance déjà à un attaché parlementaire que j'ai rencontré déjà. Un nom peut-être? Vous avez son nom? J'ai envie de me taire pour le moment. Oh, une exclusivité pour Anti-Télévision, qui est votre attaché parlementaire? Ce sera monsieur Marguerite, à qui j'ai fait confiance pour m'accompagner dans cette belle mission. Et forcément, donc, je vais lui adjoindre un collaborateur, une collaboratrice. Ce qui est clair pour moi, c'est que je ne vais pas recruter un attaché parlementaire, je ne vais pas recruter 2 attachés parlementaires, mais au moins 3 attachés parlementaires. Et que je vais les recruter en Martinique. En Martinique. C'est important que les attachés parlementaires connaissent les rouages de la grande maison de l'Assemblée. Vous savez, il y a 15 ans, j'étais recruté comme attaché parlementaire par Alfred Marie-Jeanne. Je ne connaissais pas les rouages, nous étions 3, nous ne connaissions pas les rouages. Aujourd'hui, je pense que nous avons démontré que nous avions une capacité d'apprendre, de progresser. Aujourd'hui, nous sommes 3 attachés parlementaires très compétents. Donc, j'entends donner la même opportunité à des jeunes Martiniquaises et Martiniquais aujourd'hui. Reste maintenant quelques jours pour préparer la première séance de la 14e législature de la 5e République, qui sera déclarée ouverte ce mardi 26 juin.
Dans l'actualité sociale, l'inquiétude du personnel du casino Batelière Plaza après s'être invité à la plénière du conseil régional hier. Une délégation a été reçue ce matin par le préfet. Les salariés craignent pour l'avenir de leur emploi dans le bras de fer qui oppose l'établissement de jeu et la mairie de Schœlcher. Le casino envisagerait en effet de réduire de près d'1 million d'euros la taxe qu'il reverse à la ville. La municipalité s'y oppose. Si aucun accord n'est trouvé d'ici fin juin, la structure pourrait mettre la clé sous la porte. 13 postes sont menacés. Une rencontre serait prévue lundi avec la présidente du conseil général. Le proviseur du lycée Joseph Pernock au Lorrain a reçu ce matin une délégation de parents d'élèves. Ces derniers l'énonce des couacs dans le déroulement la semaine dernière de l'épreuve anticipée d'histoire-géographie du bac. Les candidats avaient été perturbés par une réunion organisée en même temps dans le lycée. Il s'agissait ce matin de réfléchir aux moyens de réparer le préjudice causé aux élèves. Loïc Régis, Faustine Le Guillard. Une audience avec le proviseur pour savoir ce qu'il s'est passé vendredi dernier. Des élèves de première S, alors en pleine épreuve, sont surpris par un vacarme venant de l'extérieur. Le désagrément vient d'une réunion entre le personnel de l'établissement et les parents. Alors en pleine composition, le bruit les déconcentre, certains décrochent et n'arrivent pas à finir l'épreuve. Oui, ça m'a empêché de réfléchir. Je ne pouvais plus penser comme d'habitude. Je regardais tout le temps dehors, qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait du bruit, pourquoi ces gens étaient là, je ne comprenais pas. J'avais plus envie de travailler, de réfléchir, de regarder ma copine. J'étais stressé. Je suis conscient que c'était pas facile non plus pour l'administration de gérer ces problèmes-là, qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ça. Bon, après, j'espère que notre bac ne sera pas mis en péril par rapport à ça. Parce qu'il est vrai que certains élèves m'ont avoué que certaines parties de devoir n'ont pas pu le finir. Le dialogue est difficile après cet épisode. Les parents ne comprennent pas pourquoi la réunion s'est déroulée un jour d'épreuve et reprochent à l'administration une mauvaise gestion. Il n'y avait aucune urgence à ce que cette réunion se tienne lors des épreuves du bac. Et ce que nous reprochons surtout en fait à l'administration, c'est de n'avoir pas su organiser les choses. Premièrement, la rencontre aurait pu se passer un autre jour. Deuxièmement, on aurait pu positionner les élèves sur une autre aile de l'établissement. Le lycée est immense, vous pouvez le constater. Donc, il y avait moyen de positionner les élèves ailleurs. À la tête de l'établissement depuis 1 an, le proviseur reconnaît les nuisances. Il dit avoir été surpris par le nombre de parents présents. En termes d'organisation, il y a eu un loupé, il faut le reconnaître, puisque nous ne pensions pas que les disciplines des parents auraient été telles qu'ils auraient autant traversé le bâtiment et au lieu de suivre l'itinéraire normal pour aller vers le réfectoire. Bon, nous en prenons acte. Et la prochaine fois, on prendra des dispositions pour éviter que cela se reproduise. L'administration a pris en compte les plaintes des candidats et de leurs parents. Un procès-verbal a été soumis au jury de l'épreuve qui sera le seul à prendre une décision d'harmoniser les corrections. Et précisément, elle constitue un pilier essentiel de la communauté scolaire, d'autant plus dans le contexte actuel de crise dans l'éducation. Les associations de parents d'élèves, l'une des principales organisations représentatives, la FCPE, organise demain au lycée de Bellevue son 64e congrès départemental. Parents, adhérents et professionnels sont invités à réfléchir aux problématiques locales et à l'avenir de l'école publique. Avec nous pour en parler, la présidente de la FCPE en Martinique, Evelyne Privalavol, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En matière d'éducation, y compris scolaire, on évoque souvent la démission des parents. Est-ce que des organisations comme la vôtre ont du mal à trouver leurs adhérents ou est-ce qu'au contraire, les parents et les parents martiniquais s'impliquent à travers ces associations-là dans la scolarité de leurs enfants ? Alors, de toute façon, ce que nous connaissons comme beaucoup d'associations, quel que soit le type, c'est la difficulté d'avoir des bénévoles, puisqu'il faut bien comprendre que la démarche d'intégration des associations de ce type, c'est avant tout le bénévolat, ce qui veut dire un temps que vous consacrez pour pouvoir dynamiser la structure gracieusement. Bon, par contre, de toute façon, ce que nous rencontrons, c'est que les parents s'interrogent énormément sur le processus de l'école, tout simplement parce qu'ils subissent, comme les enfants, des réformes assez systématiques qui changent tout et qui les empêchent de bien comprendre le processus. Et très souvent, même des parents non adhérents nous appellent pour essayer de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, quel rôle et quel poids les associations de parents d'élèves jouent dans la communauté scolaire et éducative ?
Alors, j'ai envie de dire que depuis plusieurs années, la CPE insiste énormément pour pouvoir justement s'approprier la compréhension du système éducatif et en conséquence, déjà, dans un premier temps, réagir auprès des parents et répondre à leurs inquiétudes. Deuxièmement, avec les partenaires habituels, ça veut dire d'abord le rectorat, puis le conseil régional, le conseil général, en fait, tous les partenaires locaux, nous sommes auprès d'eux, nous répondons à leurs interrogations et souvent nous les interpellons quand il y a des situations qui posent préjudice aux enfants. Lorsqu'il s'agit de prendre certaines décisions, est-ce que par exemple dans les conseils de classe, votre voix peut peser ? Absolument. Et d'ailleurs, effectivement, c'est important ce que vous dites par rapport au conseil de classe. Trop souvent, les parents ont peur de s'impliquer au niveau du conseil de classe, alors que nous nous rendons bien compte avec l'expérience, 64 ans, c'est quand même pas mal en termes d'expérience sur une association, que les parents les plus avertis, ceux qui participent d'ailleurs aux activités associatives, eh bien, les enfants ont un meilleur parcours parce que les parents, à ce moment-là, ont une capacité de visualiser l'évolution de l'enfant à travers ce parcours semé d'embûches qu'est l'éducation nationale. Alors, manque de professeurs, manque de moyens, violence. Est-ce qu'aujourd'hui, un parent est inquiet lorsqu'il envoie son enfant à l'école? Inquiet pour sa sécurité, inquiet pour sa réussite? Dans tous les cas, il faut dire que les parents s'interrogent tous les jours, surtout que grâce aux actions que vous menez au niveau des médias, nous sommes interpellés régulièrement. Alors, nous avons des interpellations directes par les parents. Et tous les jours, il y a des cas plus ou moins graves. Alors, ce qui se passe, c'est que avec la suppression des postes d'encadrement dans les établissements, il y a des constats d'augmentation de violence au sein de l'école et malheureusement aux abords de l'école. Et les parents sont en effet assez inquiets et s'interrogent tous les jours sur la façon de pouvoir endiguer ces situations-là. Alors, l'école publique et laïque subit aujourd'hui la rude concurrence des établissements privés. Ce sentiment que certains parents ont que leurs enfants seront mieux pris en charge dans le privé est-il justifié aujourd'hui ? Alors si ça l'a été pendant une certaine époque, il faut constater que ça ne l'est plus, puisque vous avez pu constater que avant le changement de gouvernement, aussi bien les enseignants du secteur public que les enseignants du secteur privé montaient au créneau parce que eux aussi ils ont subi les diminutions drastiques de personnel et en manière de fonctionnement. De toute façon, il faut quand même être conscient d'une chose. Des parents qui investissent financièrement dans l'éducation en mettant leur enfant dans le système privé, ont un regard différent et des attentes différentes au niveau des équipes pédagogiques. Ils suivent leur enfant autrement parce qu'il y a derrière, tous les jours, tous les mois, il y a cette implication financière et il y a une exigence de retour sur investissement, consciente ou non. Et est-ce que du coup ça a une influence sur la qualité de l'enseignement délivré par C'est-à-dire que quand on voit les résultats affichés chaque année, on pourrait dire que ça a eu effectivement des incidences plutôt positives, mais c'est vrai que j'ajoute et j'insiste, l'implication des parents est un peu différente. Alors parlons de ce 64e congrès organisé demain au lycée de Bellevue. Les parents face au mal-être des adolescents, c'est le thème retenu cette année. Pourquoi le choix de ce thème ? Alors nous avons effectivement choisi ce thème parce que au cours de l'année dernière et de l'année précédente également, il y a eu des phénomènes au niveau des enfants, pas très visibles au niveau de l'extérieur, mais beaucoup de souffrance. Les enfants font état de beaucoup de souffrance. En fait, notamment référence peut-être à ces suicides d'adolescents. Voilà, il y en a eu plusieurs effectivement l'an dernier. C'est exactement, on est arrivé jusqu'à ces situations de drame. Et puis nous avons des constats d'addiction au niveau de l'école. Le mal-être des enfants se traduit par des phénomènes de violence dont on a parlé tout à l'heure. Et pour l'instant, les réponses des parents, les parents sont assez désemparés par rapport à cela. Nous ne prétendons pas effectivement apporter des réponses toutes faites, mais je crois qu'effectivement les parents ont besoin qu'on ait un temps d'échange parce que chacun vit de son côté de façon dans sa cellule familiale la situation et il est désemparé. D'ailleurs, les situations de suicide que nous avons vécues, eh bien les parents ont fait état de leur désespoir, mais aussi du fait qu'ils n'avaient pas vu venir. Merci Evelyne Privat-Lavolde d'être venue sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes la présidente de la FCPE et que le 64e congrès annuel de votre organisation se tient demain au lycée de Bellevue. Merci. Au volet santé, c'est ce jeudi la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Ce type de don est anonyme et gratuit, mais de son vivant, le donneur doit faire clairement part de ses choix à son entourage. En Martinique, pour l'instant, seuls sont pratiqués les prélèvements de reins et de certains tissus, valves cardiaques, vaisseaux et cornets. Depuis le début de l'année, chez nous, 6 reins ont été prélevés sur des personnes décédées. C'est ensuite au CHU de Guadeloupe que sont réalisées les greffes. Maurice Belrose est un militant
actif du don d'organes. Depuis 25 ans, il vit avec le rein d'un autre. Son témoignage recueilli par Guy Raphaël René. C'est un épisode assez folklorique, on va dire, parce que ça s'est passé très vite. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que cette greffe m'a quand même changé la vie. Changé la vie de plusieurs points de vue. Activité professionnelle, j'ai pu travailler, puisque en étant en dialyse, c'était 3 fois par semaine à raison de 6 heures par jour. Donc assez contraignant de pouvoir allier un petit peu les deux. J'ai eu 3 enfants. Donc j'ai eu une vie aussi tout à fait normale, on va dire. Donc c'est vrai que c'est une expérience assez particulière qui fait partie intégrante de ma vie, on va dire. Hein. Vous, en tant que transplanté, lors de journées comme aujourd'hui, journée nationale du don d'organes et de la greffe, vous sentez, vous êtes impliqué justement auprès des services médicaux dans ces actions de sensibilisation de la population? Oui, impliqué justement, c'est le mot. C'est-à-dire que je leur ai déjà dit que dès qu'il y a une manifestation, qu'il y a quelque chose, que dans la mesure du possible, je me rends disponible pour être à leur côté. Parce qu'il faut témoigner, il faut avoir un exemple concret pour pouvoir faire prendre conscience aux gens que c'est quelque chose, un geste important. Nous évoquions au début de ce journal cet hommage rendu aux 2 gendarmes décédés dans l'exercice de leurs fonctions dans l'Hexagone. D'autres hommes et femmes risquent aussi leur vie au quotidien pour secourir la population. Les sapeurs-pompiers. Demain, ils sont à l'honneur partout en France à l'occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers. En Martinique, c'est le centre d'incendie et de secours du François qui va ouvrir ses portes au public. L'occasion de mieux connaître un métier aux multiples facettes. Marc-Olivier Dream. Les sapeurs-pompiers, outre leur action de secours à personne ou encore les interventions de lutte contre les incendies, interviennent aussi sur d'autres terrains pour faire face aux autres menaces. Risques naturels ou encore risques technologiques, chaque année le SDIS Martinique forme son personnel dans des domaines divers. Sauveteurs déblayeurs, sauveteurs au risque radiologique, risque chimique, sauveteurs plongeurs ou encore sauveteurs milieu périlleux. Certaines de ces compétences sont peu ou très peu connues du grand public. Depuis 2000, la Journée nationale des sapeurs-pompiers s'inscrit dans le but de mieux faire connaître, mieux informer la population sur ses missions. C'est de faire connaître les sapeurs-pompiers, de faire connaître leur action de tous les jours et de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de jeunes qui puissent être intéressés soit par le volontariat ou par la profession de sapeur-pompier. Une profession qui doit sans cesse s'adapter à des menaces ou encore au développement technologique où ces hommes, mais aussi ces femmes sont souvent en première ligne. C'est un métier à risque qui a été démontré par la loi de 2004 qui dit en fait de compte que le métier de sapeur-pompier est un métier à risque. Mais il faut savoir qu'un sapeur-pompier, quand il part en intervention, il peut se trouver face à des situations qui puissent faire, à part soit un manque d'attention, soit d'autres problèmes qui puissent laisser la vie. Laisser la vie, la profession chaque année paie un lot tribut. Et depuis le 8 juin 2011, 14 sapeurs-pompiers sont morts en service commandé. Ce samedi, comme les autres pompiers de France, les 1200 pompiers martiniquais, eux aussi, ont droit au cours de cette journée nationale, créée aussi en leur mémoire, un vibrant hommage à tous ceux qui ont servi dans le courage et le dévouement. Restez en notre compagnie, le 19-20 continue. Les consignes de vote sont-elles suivies par les électeurs? Question posée ce soir par Hubert Bornil dans Tchepeia, invité ensuite de Jean-Marc Pulvar dans 3 questions à Sandra Casanova à propos du dispositif Martinique pionnière, des nouvelles du temps d'abord. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.